On se rend tout de suite au CESE, une quarantaine, 45 minutes d'intervention pour le candidat écologiste. Jamel Mazi, c'est à vous, générique. Donnons de la voix à la démocratie, c'est en direct sur France Info depuis le Conseil économique, social et environnemental en partenariat avec les rencontres démocratiques du CESE. On est ici en plein cœur du 16e arrondissement de Paris et on va accueillir sur France Info aujourd'hui tour à tour les principaux candidats à l'élection présidentielle. Et on commence tout de suite par Yannick Jadot. Il se présente comme le président du climat et avoue manger du foie gras. Il défend un revenu citoyen automatique dès 18 ans, un ISF climatique, un malus pour les plus riches qui financent les projets qui touchent les énergies fossiles. Fini la chasse le week-end et les vacances sous Yannick Jadot et le retour du septennat non renouvelable cette fois. L'eurodéputé qui a fait ses classes chez Greenpeace appelle à un débat de civilisation sur les questions environnementales. Il mouille le maillot à Bruxelles, navigue en eau trouble dans le parti qu'il a fondé, perd, gagne, joue solo mais reste fidèle. On le surnomme le Chirac vert et veut qu'on retienne de lui qu'il est le bon gars de l'Aisne. Bonjour Yannick Jadot, soyez le bienvenu ici au Palais d'Iéna. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci de d'abord, votre accueil. Merci à vous. Quelle est votre vision de la démocratie, Yannick Jadot? Vous avez 4 minutes et pas une seconde de plus. C'est un peu un des sujets de la démocratie en fait. C'est le temps de la démocratie. On est rentré dans un monde où la finance s'échange par milliards en microsecondes, où il y a les chaînes info, à travers notre smartphone, on voit l'accélération du monde en permanence. Et le temps de la démocratie est un temps qui aujourd'hui est difficile à coller au temps, à la vitesse du monde. Se faire un avis éclairé, délibérer, adopter une loi, la mettre en œuvre, ça prend du temps. Et le temps de la démocratie aujourd'hui doit être repensé. La démocratie elle-même doit être repensée justement pour s'adapter à la vitesse du monde. Et puis il y a quelque chose de plus conjoncturel, même si ça va au-delà, c'est qu'il y a une fatigue dans notre pays. Il y a une fatigue qui s'est fortement renforcée avec évidemment la Covid. Mais il y a quelque chose où on a le sentiment, quand on est beaucoup sur le terrain, comme moi, que les Françaises et les Français ont souvent envie de faire pause. Pause la Covid, pause la mondialisation, pause le chaos climatique, pause le terrorisme, pause les réformes, qui a enfin la volonté de retrouver de la sérénité et de la stabilité. Et nous le savons, il y a encore 2 ans, nous en discutions toutes et tous. Quelle leçon on tire du Covid? Et la leçon qu'on tirait du Covid, c'était quel monde d'après? Quelle grande transformation! Le chaos climatique est là, il nous pend au nez, l'effondrement du vivant, les inégalités, l'affaissement de la démocratie. Donc il y a en même temps la volonté de faire pause, de s'arrêter, de retrouver de la sérénité, de la stabilité et une conscience assez aiguë que si justement on veut retrouver de la stabilité et de la sérénité, c'est pas le statu quo qu'il nous faut, parce que le statu quo sont tous les désordres aujourd'hui, c'est des grandes transformations. Et par rapport à ça, vous avez plusieurs types de démocratie. Vous avez la démocratie virtuelle, au fond, celle des réseaux. C'est de la démocratie, c'est du débat, ça peut être brutal, ça peut être émancipateur, ça peut être épanouissant, mais vous avez cette démocratie virtuelle. Vous avez un autre type de démocratie qui est porté dans cette élection, c'est la démocratie libérale. C'est notamment l'extrême droite qui porte cette démocratie. On voit ce que ça donne en Pologne, on voit ce que ça donne en Hongrie, on voit ce que ça donne dans le reste du monde. Il y a un troisième type de démocratie comme solution à cette déconnexion entre le temps démocratique et le temps de la société aujourd'hui, c'est la démocratie confisquée. C'est celle du président Macron. Au fond, je suis élu, les maires, bof, les corps intermédiaires, bof, les citoyens, bof, l'Assemblée nationale, très bof, le Conseil des ministres, finalement même pas, c'est un conseil de défense et au fond, je concentre tous les pouvoirs. Et il y a la démocratie que je veux porter, je vais conclure là-dessus, qui est la démocratie partout. Parce qu'en fait, en remettant de la démocratie dans les entreprises, en remettant de la démocratie dans les associations, toute la démocratie participative, et évidemment en remettant partout de la démocratie dans nos institutions,
on renoue le lien entre les citoyennes, les citoyens et la démocratie, on retrouve la maîtrise de sa vie et on retrouve la maîtrise d'un destin collectif. Et la force de ce projet, c'est que, je l'ai dit, quand on se balade partout sur les territoires, il y a des choses extraordinaires à tous les étages de la société. Dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les fermes, dans les quartiers, dans les centres-villes, dans les zones rurales, les petites, les moyennes villes. Vous avez partout des énergies vitales incroyables, des innovations sociales, économiques, technologiques, démocratiques incroyables. Et que remettre la démocratie partout, c'est au fond mettre toute cette France qui va bien, la sortir des marges des politiques publiques pour la mettre au cœur des politiques publiques, plutôt qu'une démocratie confisquée ou une démocratie confisquée par les lobbies. Merci Yannick Jadot, ça fait 4 minutes et 4 secondes précisément. Alors vous souhaitez de la démocratie partout, Yannick Jadot. Plus de démocratie participative, c'est super, mais ça coûte combien? Et quel horizon? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille attaquer comme ça. Pardonnez-moi, mais quand on a l'extrême droite aux portes du pouvoir, on ne commence pas à se poser par le coût de la démocratie. La première question qu'on se pose, c'est le coût du manque de démocratie. On a quand même, pardonnez-moi, une guerre aux frontières de l'Europe qui est en train de s'installer. On a une partie des candidates et des candidats à l'élection présidentielle qui ont affiché dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres, une relation pour le moins complexe à la démocratie. Et la démocratie, quand les citoyennes et les citoyens se sentent représentés par leurs élus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une interaction. Il n'y a pas simplement un jour le vote et on attend la fin du mandat pour savoir si on les reconduit ou pas. Mais c'est tout ce qu'on peut faire en matière de référendum, d'initiative locale, de convention citoyenne, j'espère qu'on l'abordera, de conférences de consensus, d'interaction permanente entre les élus et leurs électeurs, leurs électrices. Ça, c'est la première chose. Remettre de la démocratie dans l'entreprise, par exemple. Moi, je veux mettre 50% de salariés dans les conseils d'administration, à l'allemande. Est-ce que ça a un coût? En vérité, je suis sûr que c'est d'abord un énorme bénéfice. Quand on voit comment, notamment à travers cet outil, en Allemagne et dans d'autres pays, on a maintenu les entreprises sur les territoires, on a pensé, on a fait de l'entreprise, de l'économie, une économie d'entrepreneurs et de salariés, plutôt que d'actionnaires et de financiers, eh ben, je trouve que ça, c'est un bénéfice extraordinaire. Quand on a 13 millions de bénévoles dans notre pays, qui font vivre les associations, qui maintiennent la société debout, est-ce que ça a un coût? Oui, vous pouvez financer les associations, vous pouvez calculer que... Mais moi, je pense que, par exemple, la suppression des emplois aidés dans les associations, vous pouvez dire c'est une économie, si vous regardez simplement en dépenses, mais ça a un coût astronomique pour la société, pour beaucoup d'endroits où, grâce aux emplois aidés, les associations étaient actives, faisaient de l'accompagnement scolaire, faisaient de la solidarité, de l'aide alimentaire, de la protection de l'environnement, accompagner les enfants en situation de handicap à l'école. Tout ça, c'est un incroyable bénéfice. Et il faut arrêter de penser la démocratie comme une balance coût-bénéfice. Ça, on peut le faire, mais certainement pas dépenses ou économie de dépenses. Alors Yannick Jadot, vous avez décroché vos 500 parrainages hier soir. Depuis hier soir, on peut le dire, c'est officiel. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui a décidé de suspendre sa campagne de terrain dans l'attente de les obtenir. Il lui en manque une centaine à peu près. Est-ce que vous lancez un appel aux élus? C'est important. Vous savez, si on regarde les choses de manière très sérieuse, il serait incompréhensible que plusieurs candidates et candidats forts aujourd'hui dans le paysage politique ne puissent pas participer à l'élection présidentielle. Donc évidemment, que ce soit, si on fait simple, que ce soit Le Pen, Zemmour ou Mélenchon, il faut qu'ils soient dans la campagne officielle. Bon. Donc vous êtes d'accord avec Jean Castex qui a lancé un appel hier aux députés en disant c'est un acte démocratique. Bien sûr c'est un acte démocratique, mais enfin c'est quand même assez étonnant qu'on ait changé le système de parrainage pour le rendre transparent, alors qu'avant il était secret, et maintenant on dit, maintenant que c'est transparent, on va vous demander d'assumer devant vos électrices et vos électeurs de parrainer quelqu'un qui est contraire à vos valeurs. Reconnaissons que là, c'est un peu tordu comme résultat d'un changement qui voulait s'avérer plus démocratique. Mais attention, Le Pen. Je dis Le Pen parce qu'au fond, il y a une stratégie de père en fille qui consiste à construire une dramaturgie à chaque élection présidentielle sur la question des signatures. Je pense que les grands candidats auront leur signature. Mais
je poserai une question démocratique aussi. C'est quand même, on peut aussi s'interroger collectivement, je l'ai dit, il faut qu'ils aient leur signature, il faut qu'ils soient candidates et candidats. Mais on peut aussi s'interroger sur pourquoi ces 3 candidats-là, qui pèsent incontestablement dans le débat politique, n'ont pas aujourd'hui leur signature. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et évidemment Marine Le Pen. Pourquoi ils n'ont pas leur signature? Moi, j'ai des élus locaux et on a bossé depuis un moment, donc on a les signatures. Ça pose aussi, à un moment donné, il faudrait que, y compris ces candidats-là qui se plaignent, mais tous ensemble, on s'interroge sur ce qu'est la démocratie et comment on construit dans une campagne présidentielle une candidature qui reflète quand même le soutien d'élus locaux, c'est pas rien, qui s'inscrit dans les territoires, et c'est pas trop surprenant que ce soit 3 candidats extrêmement jacobins qui ont toujours délaissé globalement les élections locales, qui se retrouvent en situation un peu difficile. Alors le temps file, Yannick Jadot, j'ai une autre question, puisque je le disais tout à l'heure, il y aura aussi des questions que vont poser les membres du CESE ici. Concernant les institutions... Ah, c'est participatif le CESE? Bien évidemment. D'accord, ok. Concernant les institutions, vous voulez, vous, le retour du septennat Oui. et un mandat unique? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que il faut qu'on déprésidentialise notre République. Je l'ai dit tout à l'heure, on a un problème de démocratie confisquée, d'une extrême verticalisation du pouvoir et de concentration du pouvoir qui, au fond, il y a de la stabilité dans notre système. Vous savez, c'est ce que Colin Crouch appelait la post-démocratie. Au fond, il y a de la stabilité dans nos institutions. Oui, mais à septennat, vous créez la cohabitation. Sauf qu'au fond, on n'arrive plus à transformer la société. Donc, il faut sortir de cette verticalisation, et je pense que finalement, le président de la République doit, au fond, davantage respecter l'article 5 de notre Constitution, garantir l'état de droit, et reconnaissez qu'on a vu ces dernières années, ces derniers quinquennats, des présidents avoir une attitude pour le moins ambiguë vis-à-vis de la justice et de son indépendance, vis-à-vis du pouvoir législatif et de sa capacité, sa force, sa puissance à gouverner le pays. Donc effectivement, moi je veux remettre le président dans l'état de droit, dans la défense évidemment de nos libertés, et pourquoi le septennat évidemment, c'est aussi remettre le président dans le temps long, qui est le temps impératif de l'écologie. L'écologie, c'est penser sur le temps long, mais c'est agir maintenant, ce qui serait quand même un sacré changement, reconnaissez-le. Merci Yannick Jadot. Place maintenant aux questions des conseillers. Les conseillers du CESE, Yannick Jadot, qui se sont réunis pour élaborer des questions et tirer au sort ces questions pour vous les poser au nom de l'institution et non pas en leur nom propre. Vous avez devant vous 3 conseillers du CESE précisément et un citoyen qui travaille avec eux depuis plusieurs semaines sur la question de l'engagement des jeunes. Ils ont tous été tirés au sort. On en parlait tout à l'heure, vous en parliez justement Yannick Jadot, la défiance à l'égard de nos politiques, à l'égard de la démocratie qui s'est accentuée ces dernières années au risque de mettre en péril notre modèle de démocratie. C'est le constat qu'on fait ici justement les membres de ce conseil, dans un avis qu'ils ont rendu en 2019. Cette institution, elle considère qu'elle peut recréer cette confiance, notamment avec l'organisation de conventions citoyennes. Ça a été le cas sur le climat. Justement, sur cette question-là, je vais laisser la parole à Agnès Poplin, qui a une question à vous poser. Elle est bénévole au sein d'une association. C'est à vous, Agnès. Bonjour, monsieur Yannick Jadot. Alors, Bonjour, madame. Pour approfondir vos propos liminaires, très intéressants sur la concentration des pouvoirs et la verticalisation du pouvoir, pourriez-vous détailler comment concrètement vous allez mettre en place et prendre en compte la participation du public et le rôle du CESE dans la construction des politiques publiques et le traitement ainsi que l'identification des grands enjeux sociétaux? Merci infiniment. Alors, je vais faire quelque chose qui correspond totalement à l'esprit du CESE, mais qui va vous perturber un peu. J'ai mis en place, dans ma campagne, une assemblée des possibles. Nous avons ciblé 30 personnes, très éloignées de la politique, qui ne votaient plus, qui ne lisent pas forcément le journal, et qui affirment et qui affichent leur volonté de participer à la reconstruction de la vie démocratique et faire des propositions sur nos institutions. Cette assemblée des possibles de 30 citoyennes et citoyens éloignés de la politique, mais qui ont envie de reprendre en main
la politique, rendra ses conclusions le 5 mars. Donc il y a une partie des réponses que je vais vous donner aujourd'hui qui sont, j'allais dire, volontairement incomplètes, parce que si je vous dis déjà les conclusions, on va rester dans le système des institutions de la Ve République. C'est-à-dire qu'au fond, on consulte, mais on s'en fout. Donc on va changer ça. Sur la construction des politiques, et je viendrai évidemment immédiatement sur la question du CESE. On a eu, sur des sujets très importants, qui ont marqué l'actualité de notre pays ces dernières années, il y a eu de grands processus de consultation. Parfois de consultation d'experts. Dès 2007, quand moi j'étais négociateur du Grenelle de l'environnement, au titre de Greenpeace et des associations, s'est posé la question de la taxe carbone. Vous aviez eu un comité d'experts monté par Michel Rocard, à qui on avait confié quelles sont les conditions d'une bonne mise en œuvre de la taxe carbone. Qu'est-ce qu'il avait dit, Michel Rocard, et qu'est-ce qu'avaient dit les experts? C'est important pour le climat, le signal prix est important pour le climat, mais attention, si vous ne prenez pas en compte et que vous ne compensez pas le coût pour les personnes et les ménages qui seront les plus impactés sur les distances et sur le social, ce sera la catastrophe. Qu'est-ce qu'on a eu avec les Gilets jaunes? La catastrophe, parce que les différents gouvernements ont pris le rapport Rocard et le font directement à la poubelle. Deuxième processus, on parle toujours d'énergie. Souvenez-vous, la loi de transition énergétique sous le quinquennat Hollande. Ça a été un processus de débat partout sur les territoires. CNDP, actrice, acteur, il y avait eu la mobilisation et CNDP, groupes. on le rappelle ce que c'est, Commission nationale du débat public. Exactement. Il y avait eu, donc ça avait été animé, les citoyennes et les citoyens faisaient partie, on avait mis tous les experts, y compris Anne Lauvergeon pour co-animer ça. Ça avait donné quelque chose où on avait confronté les scénarios énergétiques, ça avait été débattu à l'Assemblée, y compris co-rapporteur François Brottes, pro-nucléaire, tout ça pour dire, et on est arrivé à dire, dans cette loi très forte, il faut, à l'horizon 2025, réduire à 50% la part du nucléaire. Alors, et le président Macron arrive, la loi de transition énergétique mise à la poubelle, j'annonce seul, sans parler de la CNDP, sans parler de la programmation pluriannuelle de l'énergie, sans parler de ce que c'est qu'une loi programmatique qui doit passer à l'Assemblée, je décide seul de la construction de nouveaux réacteurs. Et enfin, la Convention citoyenne. On pourrait parler du mouvement des Gilets jaunes. Vous savez où ils sont les cahiers de doléances? Vous savez où ils sont les cahiers de doléances? Alors, justement, en parlant de transition énergétique, en parlant d'écologie, de notre démocratie. Je finis sur le CESE. Si je peux finir sur le CESE. Soit à la poubelle, et sur... en partie. Ah ben, c'est à la poubelle. Convention citoyenne. Enfin, franchement, c'était une très belle chose. 150 citoyennes et citoyens qui, vous le savez, s'emparent du climat, apprennent en quelques mois, en gardant leur situation professionnelle, font un rapport passionnant, intelligent, attendez, que je reprendrai sans filtre, dit le président Macron, et qui met à la poubelle. S'il vous plaît, le temps file, on a très peu de temps, justement, on va parler de ces ça, questions-là. On parle bien démocratie. On va en parler, là. justement. Vous parlez de la Convention citoyenne sur le climat qui a émis 149 propositions. Et effectivement, le gouvernement en a retenu à pas moins d'un tiers précisément. Mais on va en reparler, puisque les membres du Conseil économique, social et environnemental ont des questions à vous poser sur notre démocratie à l'épreuve des changements climatiques. Vous connaissez, je suppose, l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. Ça m'aurait, le contraire m'aurait étonné. Juste 30 ans que je suis militant écologiste. Voilà. Le contraire m'aurait étonné. Alors l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, Yannick Jadot a publié 4 scénarios qui aboutissent tous à la nécessaire neutralité carbone d'ici 2050, sauf que les voies empruntées pour y parvenir sont totalement différentes. Le premier scénario fait appel à plus de sobriété dans notre façon de produire au quotidien, de consommer chez nous, en France. Le quatrième scénario préserve nos modes de vie, mais fait un incroyable appel à des paris technologiques pour compenser les dégâts dans la nature. Et puis il y a ces scénarios 2 et 3 qui sont plutôt des scénarios intermédiaires. Je vais donner la parole à Daniel Dubrac qui avait une question à vous poser à l'échelle d'entreprise. Bonjour Monsieur Jadot, vous venez d'avoir la présentation des 4 scénarios possibles. Je voulais juste savoir sur quel scénario vous vous positionnez, lequel vous semble être le plus en phase avec votre propre vision, pourquoi, lequel choisissez-vous? Alors, la question de la démocratie et du climat, c'est essentiel. Parce que finalement, au regard, y compris des travaux qui sont en train d'être faits, des dégâts
qui nous percute déjà. La transition écologique, il faudra la faire. La première question, c'est est-ce qu'on la fait maintenant ou est-ce qu'on la fait trop tard? Pour ma part, je pense que nous pouvons encore gagner la bataille du climat, c'est-à-dire limiter le réchauffement à 1,5, ce qui entraînera déjà des conséquences très lourdes, mais évitera la catastrophe. Le deuxième sujet, qui n'est pas un sujet de timing, c'est est-ce qu'on fait cette transition dans la justice sociale ou ce seront les plus vulnérables d'entre nous qui prendront tout dans la tête? On en prendra tous une partie, mais les plus vulnérables en prendront tout. Donc c'est la question de la justice sociale. Comment on construit pour que personne ne reste au bord de la route? La troisième question, c'est qui la fera? Est-ce que ce seront des entreprises françaises ou ce seront des entreprises étrangères? Donc la question démocratique est au cœur de ce processus-là. Mon scénario, c'est un scénario qui investit massivement sur l'isolation des logements, l'efficacité énergétique. 10 milliards d'euros par an sur le bâtiment. Pour les ménages, c'est 600, 700 euros d'économiser par an. C'est du pouvoir d'achat rendu aux Français. C'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de consommation énergétique et moins de dépendance vis-à-vis de la Russie. C'est le plan France Rénov en ce moment, puisque ma prime Rénov permet de subventionner... Vous avez 800 000 primes Rénov données, 50 000 rénovations globales. C'est 10 fois moins que ce qu'il faudrait faire et ce qui est dans la loi. Donc, au fond, là, c'est de la communication, de l'affichage, ça n'est pas du travail structurel. Quand on fait les simulations sur le site internet du gouvernement, on se rend compte que quel que soit son niveau de vie, ses revenus, la plupart des Français peuvent y prétendre aussi. Après, le montant varie. Non, mais la question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie qu'effectivement, on économise l'énergie et qu'on investisse? Et dans mon projet, sur les 10 milliards, il y a la partie qui va sur les 2 millions de familles qui aujourd'hui souffrent du froid, aujourd'hui, et qui vivent dans des passoires énergétiques et dont la rénovation sera totalement prise en charge. Donc c'est du pouvoir d'achat, de la baisse de consommation et de la baisse de dépendance vis-à-vis de la Russie. Deuxièmement, c'est de déployer les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, depuis le photovoltaïque, l'hydraulique, la géothermie, la biomasse, l'éolien offshore. On a une éolienne en mer en France, il y en a 5400 en mer du Nord. Il n'y en a qu'une française, d'accord? Pour dire le retard qu'on a pris, et la France est le seul pays européen. Le seul pays européen. Mais ce n'est pas la faute de l'État forcément. Vous savez très bien, les pêcheurs, les élus locaux sont plutôt réticents. Il y a plusieurs manifestations. C'est une réalité. Attendez, 5400 éoliennes offshore en mer du Nord. Et je peux vous dire que les pêcheurs, ils ont arrêté de faire des manifestations. D'accord? Parce qu'y compris, même des éoliennes posées, ça fait plutôt des récifs que des trucs anti-poissons. Donc, faut être un peu sérieux. La France est le seul pays européen qui n'a pas respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Il y a des réticences au niveau local. Et donc, on est les seuls à s'occuper des oiseaux, on est les seuls à s'occuper des pêcheurs. C'est une blague. Donc, on va déployer, et puis, progressivement, en responsabilité, vous consultez localement pour déployer les réacteurs nucléaires dont nous n'aurons plus besoin. Ça prendra 20 ans ou 25 ans. Mais ce qui est certain, c'est vrai que je ne construirai pas de nouveaux réacteurs nucléaires parce que la proposition Macron, c'est des EPR, 20 milliards l'unité pour le seul, et qui n'est pas fini, 20 milliards l'unité, d'accord? Avec l'objectif que 6 fois un fiasco, ça fasse un succès. Yannick Moi, je ne sais pas comment on fait. Yannick Jadot. Pardonnez-moi, le temps file. Petite question, vous souhaitez de la démocratie partout. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure en introduction. Démocratie participative partout, en entreprise, dans les collectivités, dans les associations. Pour installer ces éoliennes offshore, vous consultez les élus locaux, les riverains, les pêcheurs, et vous allez vous heurter à un nombre de réticences incroyable. Mais regardez. Mais comment vous incitez? Comment vous faites? Lisez les journaux. Vous savez, il faut faire très attention. Ce qui est en train de s'installer dans notre pays comme débat sur le climat, on ne demande pas à un seul candidat comment il va respecter la recommandation ou l'exigence des scientifiques de ne pas dépasser 1,5 degré. Vous ne demandez pas une seule fois à un candidat. Le seul débat que vous êtes en train de mettre en place, et il est légitime de ce point de vue-là, c'est nucléaire contre éolienne. Attention, le climat, ça n'est pas que ça. Et deuxièmement, même les grandes compagnies d'énergie qui font du gaz, qui font du pétrole, qui font du nucléaire, regardez leurs pubs, c'est des éoliennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, une majorité de Françaises et de Français sont favorables, y compris ceux qui habitent à côté. Pourquoi? Parce que quand ça se fait en concertation,
Quand ça se fait en concertation avec les populations, ça marche bien. Pourquoi les énergies renouvelables se sont beaucoup développées en Allemagne? Parce que quand ils ont décidé la sortie du nucléaire, ils ont en même temps fait une loi sur les coopératives pour que ce soit des coopératives citoyennes et les municipalités qui soient les porteurs des projets d'énergie renouvelable et pas les grands groupes. Oui, il faut de la concertation. Oui, il faut l'adhésion des populations sur n'importe quel projet d'ampleur qui, au fond, percute notre vie quotidienne. Alors Yannick Jadot, comme vous le savez, ici le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a pour domaine de prédilection, comme son nom l'indique d'ailleurs, la société, l'économie et bien sûr l'environnement. Il représente ici tous les corps intermédiaires, y compris ceux situés en Outre-mer où les difficultés sont largement exacerbées. Je vais me tourner vers Jean-Marie Truffat, il est encadrant, transport et conseiller au sein du groupe UNSA. C'est à vous Jean-Marie. Bonjour Monsieur Jadot. Bonjour. Une question assez courte, qui présage bien sûr en rien de votre réponse. Quelle place donnerez-vous aux différentes collectivités territoriales des Outre-mer dans la déclinaison locale des politiques nationales? Merci. C'est une question importante parce que on voit à quel point souvent l'État n'assume pas sa promesse républicaine en Outre-mer. On a vu les situations sanitaires absolument dramatiques dans plusieurs, que ce soit la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane. Et je ne parle pas de Mayotte, qui est dans une situation encore pire. On voit bien à quel point on était capable d'autoriser le chlordécone en Outre-mer, aux Antilles, ce qu'on n'aurait jamais fait dans l'Hexagone, ce qu'on n'aurait jamais osé faire dans l'Hexagone. Et on l'a fait, et je veux dire, vous savez, les conséquences sanitaires dramatiques, 90% de contamination, le taux le plus élevé du monde de cancer de la prostate. Donc, au fond, et on voit l'état de délabrement de nos services publics et l'organisation de la dépendance de l'outre-mer en permanence vis-à-vis de l'Hexagone et de la métropole. Quand je vois dans beaucoup de nos territoires d'outre-mer le fait qu'on ne met pas le paquet sur l'autonomie énergétique. Il y a une capacité d'énergie renouvelable incroyable. On continue parfois à porter le fioul par cargo, vous le savez. Quand je vois la dépendance sur la question alimentaire, dans beaucoup, au fond, on a mis en termes d'économie, on a favorisé une économie de l'importation au détriment d'une économie de la production. Et on voit bien à quel point, en Outre-mer, porter l'autonomie alimentaire, porter l'autonomie énergétique, développer les services publics serait aussi un projet de réconciliation autour de la promesse républicaine. Et donc, il faut sortir d'une forme d'économie de la prédation, quand on voit les mines d'or ou d'autres choses en Guyane et ailleurs, pour avoir une économie de l'autonomie, une économie des Outre-mer qui s'installe aussi davantage dans l'économie régionale, plutôt que c'est simplement un port d'entrée à des produits venus de l'Hexagone qui sont, vous le savez, très très chers et coûtent très très cher à nos compatriotes. Alors vous le savez, Yannick Jadot, on est ici dans l'un des temples de la démocratie. Je crois que Jean-Marie Truffat avait une autre question en ce qui concerne les institutions, puisqu'ici, au sein de ce CESE, eh bien, c'est la société civile organisée qui se concerte, qui rend des avis. À l'Assemblée nationale, ce sont les élus de la nation et les sénateurs représentent, bien sûr, les territoires. C'est à vous, Jean-Marie Truffat. Alors, l'équilibre entre les trois assemblées vous semble-t-il toujours assuré aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, que souhaiteriez-vous changer? Alors, l'avenir du CESE. C'est un peu ça la question que vous posez. Qu'est-ce qu'on fait du CESE? Vous avez bien compris. Voilà. Il y a, au fond, il y a sa mission et il y a son organisation. Je l'ai dit, il faut qu'on remette nos lois. Il faut qu'on remette notre projet de loi de finances, il faut qu'on remette tout ça dans du long terme. Pour moi, il est impératif que le CESE puisse se saisir en amont des lois et puisse, sur un certain nombre de sujets, notamment le temps long, l'environnement, la question de la justice sociale, qui sont souvent au cœur de vos priorités, la question de l'aménagement du territoire, que le CESE puisse, y compris sur un certain nombre de sujets, avoir pas simplement un avis,
mais puisse avoir un droit de veto quand ça concerne un certain nombre d'enjeux, état de droit, environnement, je l'ai dit, sur des choses qui relèvent de l'apaisement et de la cohésion nationale. Donc, un CESE, au fond, rendu plus proactif et plus interventionniste dans le processus d'élaboration de la loi. Plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Je crois que c'était clair. Plus de pouvoir. Non, mais j'ai dit, y compris sur un certain nombre de sujets, un droit de veto. C'est pas possible qu'on soit en permanence dans des lois dont on sait souvent que parfois elles n'ont vocation qu'à servir de communication, qui embourbe le processus législatif et qui s'inscrit dans un court terme, qui peut être un court terme de communication politique, bien éloigné des préoccupations des Françaises et des Français, de leurs difficultés et des réponses concrètes à leur apporter comme aux réponses à apporter au pays. Ça, c'est le processus. Sur la forme, au fond, il y a deux options, me semble-t-il, deux grandes options. Il y a l'option Sénat plus CESE, l'Assemblée des territoires et des corps intermédiaires, si je fais simple. Hein? La fusion. On reste dans une forme de bicamérisme, mais voilà, on est avec un Sénat et un CESE fusionnés. Il y a une deuxième option qui me plaît davantage, qui est l'idée que le CESE, au-delà de ses compétences, soit à la fois le comité de la société civile organisée et le comité d'une société civile qui n'est pas organisée. Non, mais dans les personnes que vous interrogez là, vous avez des personnes tirées au sort ou, enfin, en tout cas, vous n'appartenez pas à... On va lui laisser la parole dans un instant, juste. Très bien. Donc, au fond, qu'il y ait, que le CESE devienne, avec ces compétences-là, encore une fois, le lieu qui fait vivre la démocratie participative, mais sur ses deux jambes. Aujourd'hui, la société civile organisée avec ses corps intermédiaires et une partie société civile tirée au sort qui viendrait mettre sa particularité, sa touche dans le travail. Comme le dit le constitutionnaliste Dominique Rousseau, effectivement, la société civile désorganisée, comme vous dites, ça peut être les zadistes, ça peut être les gilets jaunes, qui ne sont pas forcément représentés dans les assemblées. Non, et c'est pas simple qu'ils soient représentés dans les assemblées. C'est pour ça qu'il faut trouver les bonnes modalités. Hein, parce que si vous demandez aux Gilets jaunes d'envoyer des représentants, si vous voulez, ils ont déjà eu ce débat-là, ça a été compliqué. Mais c'est pas facile d'avoir une représentation, mais néanmoins, comment les entendre? Non, mais là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'ils ont percuté le débat politique, ils ont percuté le débat public, ils se sont inscrits sur nos territoires, ils ont occupé des ronds-points qui étaient au fond la place publique. Donc ils ont remis la politique là où elle n'aurait jamais dû la quitter, et ils ont eu un certain nombre de revendications. Et si vous voulez, le fait que ces revendications, finalement, n'aient pas conduit à un bouleversement de nos politiques publiques au regard de ce qu'ils portaient, les déserts médicaux, l'absence de services publics, les mobilités contraintes, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de périurbain, d'urbain, de zones rurales et tout ça, eh bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, en tout cas écologistes, nous apportons des réponses à ce mouvement. Donc vous faites le constat, mais comment les entendre? C'est quoi la solution? Écoutez, moi, vous savez, l'idée du grand débat, c'était pas une mauvaise idée. L'idée du cahier de doléances, des cahiers de doléances, c'était pas une mauvaise idée. L'idée de la convention citoyenne, c'est une excellente idée. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Vous vous rendez compte qu'il y a une demande très profonde de démocratie. Vous savez, souvent, ça a été jugé, le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, on le sait, il n'est pas homogène, il n'est pas uniforme, tout ça, on se l'est tous dit. Bon. Mais il y a quelque chose qu'ils ont porté, c'était l'appel à plus de démocratie, l'appel à être entendu. Et donc, quand vous dites, on va organiser un grand débat, des centaines de milliers de Français sont allés remplir les cahiers de doléances, et que vous n'en faites rien, qu'est-ce que vous créez? Est-ce que vous créez de la confiance ou est-ce que vous créez de la défiance? Quand vous réunissez 150 citoyens sur le climat, qui font le boulot magnifiquement, et que vous leur dites « je reprendrai sans filtre », ce n'était pas forcément... Mais même la Convention citoyenne n'a pas demandé à ce qu'il y ait les 150 propositions soient reprises sans filtre. Mais le président le dit, et après il dit « en fait, j'en ai rien à faire ». Eh bien, c'est cette confiance trahie qui crée la défiance dans la politique aujourd'hui et qu'il faudra reconstruire
pas à pas. Alors, comme vous l'avez bien remarqué, Yannick Jadot, il y a effectivement un citoyen parmi les gens qui vont vous poser des questions. Non, on est tous citoyens ici. Tous citoyens, mais qui n'est pas tous membre. Citoyennes et citoyens. Citoyen attention, à part entière. attention. Citoyen à part entière, qui n'est pas membre du Conseil économique, social et environnemental, il y en a mais qui beaucoup, participe. vous savez, dans notre pays. Il y en a beaucoup. Et en tout cas, celui-là a été tiré au sort et il a pour habitude de travailler depuis plusieurs semaines sur des questions liées à la démocratie et plus spécifiquement sur les jeunes. Jonathan Le Guyader. Tout à fait. Bonjour Monsieur Jadot. Bonjour. Donc je suis un des chanceux qui a été tiré au sort. Je devrais peut-être jouer au loto du coup. Et donc on intervient sur la saisine du Premier ministre sur l'abstention des jeunes. Donc c'est un fait de société, c'est un sujet important et urgent à traiter. Et donc moi ma question aujourd'hui c'est comment voulez-vous aujourd'hui donner envie aux jeunes de voter et aussi comment recréer un lien de confiance entre les jeunes et les élus? Merci. C'est effectivement un sujet majeur et vraiment bravo au CESE de s'être emparé de ce sujet-là et je serais très curieux de lire vos recommandations, vos conclusions. Je l'ai dit, il y a la confiance perdue pour une partie de la jeunesse, pour beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a pas la jeunesse, il y a les jeunes. Les promesses trahies sont un drame en termes de confiance vis-à-vis de la politique. Quand vous faites « Make the planet great again » et qu'à la fin, vous êtes condamné 2 fois par les tribunaux français pour une action climatique, si vous voulez, ça n'engage pas les jeunes à se dire « il faut croire en la politique ». Donc il faut rétablir la confiance simplement par faire ce qu'on a promis de faire. Première chose. Deuxième chose, il faut que nos politiques publiques, évidemment, traitent beaucoup plus des sujets que portent les jeunes. Ils se mobilisent sur quoi, les jeunes, aujourd'hui? Quand ils se mobilisent, encore une fois, ne résumons pas les jeunes à une jeunesse qu'on veut voir homogène. Le climat, les violences faites aux femmes, la souffrance animale, le racisme, les discriminations. Donc moi, je veux porter un projet qui réponde à toutes ces aspirations. Troisièmement, les jeunes ont été, ces dernières années, les grands exclus du quoi qu'il en coûte. Quand la politique, dans un pays prospère comme la France, amène à ce que vous ayez des jeunes qui font la queue pour aller à la soupe populaire, enfin, le message envoyé par la société, c'est au fond, vous êtes notre avenir, mais pour l'instant, on n'en a rien à faire. Donc, on vous laisse vous précariser. Vous savez qu'on a désinvesti dans l'université dans ce pays depuis 10 ans. On a réduit l'investissement par étudiant dans une société dont la cohésion nationale, la solidarité, l'inventivité, la créativité repose sur l'intelligence, les connaissances, l'épanouissement et l'émancipation individuelle et collective. Sous-investir sur l'école, sous-investir sur l'université, sous-investir sur la recherche, c'est construire le discours de Zemmour qui finit par dire le déclin et le suicide collectif. Eh bien, moi, je veux porter dans cette élection non seulement des politiques publiques qui mettent les aspirations, les préoccupations, les difficultés de la jeunesse au cœur de mon projet, mais je les invite, je les appelle à s'emparer de cette élection présidentielle. Parce que quand on regarde le rapport du GIEC sur le climat, quand on voit déjà comment on est percuté, quand on voit l'effondrement du vivant, quand on voit les inégalités sociales, 2022, ce n'est pas n'importe quelle élection, c'est leur présent et leur futur qui s'y jouent. Et je le rappelle régulièrement, pendant le référendum sur le Brexit, les jeunes qui étaient pro-européens ne sont pas allés voter. Et le vote a conduit à fermer les portes du continent aux jeunes britanniques. En Pologne, les jeunes ne sont pas allés voter. Et aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui remet en cause le droit à l'avortement et qui stigmatise matin, midi et soir les homosexuels. Eh bien, quand on veut s'emparer de sa vie, eh bien, il faut s'emparer de la politique, à nous d'être meilleurs, et à eux de s'emparer de la politique avec, j'allais dire, gourmandise. En parlant des jeunes, Yannick Jadot, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage publié ce matin, sondage Ipsos Soprasteria, qui montre que 8 jeunes sur 10 envisagent d'aller voter. Et ce sont des jeunes qui ont envie de rêver et qui ont des préoccupations. Numéro 1, le pouvoir d'achat. Numéro 2, le climat. Et en numéro 3, la santé. Quand on regarde les résultats de cette étude de l'Institut Montaigne, à peine plus d'1 jeune sur 10 se déclare proche de votre parti,
Europe Écologie Les Verts. C'est quoi le problème? Écoutez, la dernière élection nationale, c'était les européennes. Ça paraît la préhistoire parce que c'était avant le Covid, mais ça existait avant le Covid. On nous prédisait le pire, on a été le premier vote des jeunes. On a été le premier vote de jeunes et j'étais pas peu fier que le premier vote des jeunes, ce soit un vote de cœur et pas un vote de peur. Donc, si vous voulez, les jeunes, ils vont venir, ils vont s'emparer de cette élection. Et dans mon projet, vous parlez du pouvoir d'achat. Je mets la création d'un revenu citoyen qui fera que dans notre pays, pas un seul Français, pas une seule Française ne vivra avec moins de 920 € par mois, qui est le seuil de grande pauvreté. Quand on voit la richesse, la prospérité dans notre pays, il est temps d'en finir avec la grande pauvreté. Et ce sera accessible dès 18 ans. Dès 18 ans, parce que ce n'est pas seulement un projet d'éradication de la grande pauvreté, c'est un projet d'autonomie. Moi, je veux que nos jeunes, à 18 ans, ils soient autonomes, qu'on leur donne les moyens de prendre leur vie en main, qu'on leur donne les moyens de choisir leur formation, de choisir leur vie. Et bien ça, je pense que c'est un grand projet pour les jeunes, au-delà de leur garantir un avenir un peu plus bienveillant, un peu plus serein, en agissant dès maintenant, pas en 2040, 2045, en agissant dès maintenant pour le climat et pour la biodiversité. Je vais laisser la parole à Agnès Poplin, qui a, il me semble-t-il, une question sur le dialogue social. Agnès, c'est à vous. Non, moi je voulais revenir quand même sur, dans le dialogue social, sur la notion de société civile organisée, que vous avez citée, le CESE justement, et quelle place vous accordez plus généralement au corps intermédiaire dans le dialogue social, qui est un des fondements de notre 5e et de nos républiques précédentes. Donc, voilà, merci. Vous avez parfaitement raison. J'ai cité plusieurs réformes que je porte. Un, je l'ai dit, la codétermination dans les entreprises, ça me paraît essentiel. Essentiel. Il faut, encore une fois, c'est aussi un message aux jeunes. C'est pas simplement l'équilibre des pouvoirs et au fond se dire, s'interroger pas simplement sur la valeur qu'on crée, mais et comment on la répartit. C'est comment on la pense dans l'entreprise et quel est le sens de cette valeur. Est-ce que c'est une valeur qui sert l'intérêt général, qui sert le climat ou qui dessert l'intérêt général, dessert le climat. Donc que l'entreprise soit aussi, appartienne aussi à ses salariés, c'est une évidence aujourd'hui. Donc la codétermination à l'allemande. Deuxièmement, travailler sur la réduction du temps de travail. Moi, je veux qu'il y ait une convention citoyenne qui s'installe au début du quinquennat, si les Françaises et les Français le décident, et qui réfléchisse justement au temps de travail, aux différents temps de travail. Moi, je pense que c'est le sens de l'histoire, et je fixerai ce cap-là. Mais ça peut être dans certaines entreprises 32 heures la semaine. Ça peut être dans certaines entreprises, et parce que c'est le choix des salariés, ça peut être 6 mois tous les 5 ans, ou 1 an tous les 10 ans, ou à partir de 50 ans, travailler à mi-temps. Je veux que ce soit pensé justement pour s'adapter à la fois aux branches, aux activités spécifiques, mais pour s'adapter aussi à la vie qu'on a envie de mener. Et donc cette convention citoyenne fera des recommandations, et après ce seront les partenaires sociaux qui, évidemment, décideront de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail. Mais de la même façon, vous savez, les lois Auroux, vous les connaissez, elles ont été des grandes lois. Mais finalement, le droit à la délibération a souvent été mis de côté, que ce soit dans les entreprises comme dans la fonction publique. Et il va falloir remettre le droit à la délibération dans les entreprises et dans la fonction publique, parce qu'on le voit bien à l'hôpital, ils ont vécu des drames. Elles ont été héroïques. Mais il y a un élément positif qu'on doit retenir de toute cette période, un élément positif. C'est que ce sont les personnels soignants qui, dans la crise à l'hôpital, ont repris la main sur comment s'organiser, comment soigner. Et ça, il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Il ne faut pas qu'au fond, la technocratie reprenne le pouvoir, parce que, vous savez, moi, je crois aux forces vives du pays. Je l'ai déjà déclaré, donc je ne suis pas là pour vous draguer, d'une certaine façon. Je ne crois pas à un dirigisme vert vertueux.
Je ne veux pas remplacer un dirigisme technocratique libéral par un autre dirigisme qui soit un dirigisme vert. Les forces du pays sont les territoires et ces forces vives. La société, je l'ai dit tout à l'heure, que je porte, elle n'est pas inventée, elle existe déjà. Mais elle est en marge des politiques publiques, on la mettra au cœur des politiques publiques. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été avec nous ici en direct depuis le Conseil économique, social et environnemental. On se retrouve bien sûr à 15h45 avec notre prochain invité, c'est Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Dans un instant, Martin Baumer, Daïk Odoui, avec leurs invités pour un débrief. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci Jamel et on vous retrouve donc tout à l'heure.